Nous en venons donc aux inscrits. La parole est à Monsieur Denis Baupin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, s'il est une légende qui a vécu, c'est celle du nucléaire bon marché. Les rapports de la Cour des comptes, la quasi-faillite d'Areva, la vulnérabilité dorénavant incachable d'EDF ont fait tomber le mythe, révélant un colosse aux pieds d'argile. Et ils confirment les conclusions du rapport de notre commission d'enquête sur les coûts du nucléaire, dont le titre est plus que jamais d'actualité, de l'âge d'or à la transition. Le coût de cette chimère entretenue pendant des décennies se révèle redoutablement élevé. Et comble de l'injustice, ce ne sont pas ceux qui ont consommé l'essentiel de l'électricité atomique qui vont payer la facture, puisqu'on a artificiellement maintenu les prix bas, y compris en sous-investissant, mais les contribuables d'aujourd'hui et de demain. Plus grave encore, nous sommes rattrapés par la vérité des prix au pire des moments. Au moment où le monde entier se détourne des vieilles énergies de stock pour passer aux énergies de flux, il faudrait réinvestir des dizaines de milliards pour rafistoler des installations vétustes, qui plus est d'une technologie obsolète. Pendant ce temps-là, nos voisins, et donc nos concurrents potentiels, investissent dans l'innovation, les énergies d'avenir, l'éolien et le solaire de nouvelle génération à fort rendement, les réseaux intelligents, l'effacement, l'efficacité énergétique, le stockage, l'autoproduction, la domotique, la capacité du consommateur à piloter sa consommation et sa production. Au moment où le monde entier passe à l'électricité 2.0, nous devons choisir. En rester à la France pompidolienne, avec une organisation jacobine et centralisée, ou passer à la modernité et au XXIe siècle. Vous trouvez ces propos exagérés? Écoutez ce que dit Jacques Repussard, ancien directeur général de l'IRSN, il y a quelques jours dans Les Échos. C'était le schéma stratégique d'il y a 30 ans. Il y a un dogme ancien auquel on n'ose pas toucher, et comme une peur collective d'ouvrir ces dossiers. Oui, les signaux d'alerte s'accumulent. Sortie d'EDF du CAC 40, démission avec fracas du directeur financier en pleine négociation sur l'un des plus lourds investissements de l'histoire de l'entreprise, chute du cours de l'entreprise en deçà de 10 €. En 7 ans, c'est 150 milliards d'euros de valeur boursière qui sont partis en fumée, dont 85% de cette évaporation aux dépens de l'État, donc des contribuables. Multiplication par 3 des coûts de maintenance et d'entretien d'un parc vieillissant. Mur d'investissement colossal, à commencer par le grand carénage, affiché initialement à 55 milliards par EDF et réévalué à 100 milliards par la Cour des comptes, soit l'équivalent du coût de construction du parc existant. Un endettement que le ministre de l'économie n'a pas hésité à réévaluer à 60 milliards d'euros la semaine passée en commission. Et on pourrait y ajouter la sous-évaluation de Cigéo et du coût du démantèlement, le rachat d'une partie d'Areva dont toutes les usines font l'objet d'un audit pour défaut de fabrication, l'explosion des budgets et des coûts des réacteurs de Flamanville et de Finlande, les défauts génériques qui se multiplient dans des réacteurs vétustes, notamment sur des équipements aussi indispensables à la sécurité que les diesels de secours, la vulnérabilité aux attaques terroristes qui entraînera inévitablement des surcoûts pour protéger ces installations. Car on en revient toujours à la même question concernant le nucléaire. Si ces coûts explosent, si son business model s'est écroulé, si une autorité de sûreté a été créée qui a droit de vie et de mort sur chaque installation, ce n'est pas tant à cause de son rendement énergétique, des plus mauvais, ou du fait de notre dépendance à 100% en importation pour l'uranium, mais du fait de sa dangerosité intrinsèque, qui est liée au risque d'accident majeur, possible en France, ne cesse de répéter l'autorité de sûreté nucléaire, qu'il soit provoqué par une catastrophe naturelle, un attentat, un crash d'avion, une erreur humaine ou tout simplement à la vétusté des installations, mais aussi dû à ces déchets radioactifs pendant des millénaires et au risque de prolifération atomique. C'est ce qui rend cette technologie si particulière. Fascinante d'un point de vue scientifique que cette capacité à faire péter l'atome, mais bien trop instable pour un usage industriel sécurisé. À quelques semaines du 5e anniversaire de Fukushima et à quelques semaines du 30e anniversaire de Tchernobyl, il suffit d'écouter ce que disent Naoto Kan, Premier ministre du Japon alors, et Mikhail Gorbatchev. L'un et l'autre militent pour l'abandon de cette industrie, tant les ravages d'un accident nucléaire dépassent largement les bénéfices de cette technologie. Et c'est parce que ce risque est omniprésent qu'il est toujours fascinant d'entendre les commentateurs dérouler immuablement des analyses basées sur un nucléaire ayant l'éternité devant eux. Je n'aurai pas la cruauté de rappeler l'incapacité de notre industrie à construire du nucléaire neuf, en tout cas dans des délais et un budget ayant une quelconque proximité avec ceux annoncés lors de la décision de les lancer.
Personne, même pas EDF, ne se hasarde aujourd'hui à prévoir un prix du mégawattheure produit par les EPR en construction. Pour nous rassurer, on nous assure qu'il s'agirait de l'effet tête de série. Pourtant, ceux qui sont anticipés à Hinkley Point, réalisation supposée selon EDF bénéficier du retour d'expérience des premiers réacteurs EPR, ils produiraient une électricité à un coût triple du prix de l'électricité aujourd'hui en Grande-Bretagne. 30% plus cher que l'éolien d'aujourd'hui, donc environ 50% plus cher que celui de demain. On croit d'ailleurs tellement peu à l'EPR que si ceux d'Hinkley Point étaient construits un jour, ils seraient les derniers. On nous parle en effet maintenant d'un EPR nouveau modèle, rebaptisé pompeusement EPR 2.0. Promis, craché, celui-là sera bon marché et compétitif. Mais qui peut encore y croire? Alors parce que le nouveau nucléaire est hypothétique et prohibitif, l'industrie s'est résolue, alors que ce n'était pas son hypothèse de départ, à tenter de prolonger la durée de vie des réacteurs existants. Et dorénavant, elle applique la méthode Coué pour faire croire qu'il s'agit d'une simple formalité. Et pourtant, c'est bien là que réside la principale hypothèque sur l'avenir d'EDF, bien plus lourde que toutes celles que j'ai citées plus haut. L'Autorité de sûreté nucléaire réaffirme à chaque occasion qu'il n'y a aucune garantie de prolongation au-delà de 40 ans. Non seulement rien ne garantit la capacité de la cuve et de l'enceinte de confinement à tenir plus de 40 ans. Rappelons que le réacteur le plus vieux du monde est en Suisse, à Besno, et qu'il a 45 ans, et qu'il est arrêté à cause des nombreuses fissures de sa cuve. Mais en plus, l'ASN a toujours dit qu'elle exigerait des travaux supplémentaires, dont Pierre-Franck Chevet a indiqué en commission il y a 15 jours qu'à coup sûr, certains ne sont pas inclus dans les 100 milliards du grand carénage. L'hypothèque qui pèse sur le passage des 40 ans est donc double. Technique, les installations peuvent-elles tenir 10 ans de plus? Et économique, est-il plus rentable d'investir des milliards pour rafistoler des vieilles installations pour 10 ans plutôt que des installations de production neuve? Il en découle une question qui doit se poser à tout responsable, industriel mais aussi politique. Attend-on d'être le nez contre le mur, vers 2020, pour réagir si ces risques s'avéraient au moins partiellement insurmontables? Ou anticipe-t-on en prévoyant un plan B? Or, quelque part, ce plan B, nous l'avons, ou au moins ses orientations. C'est la loi de transition énergétique qui les fixe, en réduisant d'un tiers le nucléaire. Encore faut-il qu'elle se traduise dans les faits, qu'une programmation pluriannuelle de l'énergie conforme à la loi soit publiée et qu'elle organise cette transition progressive. Mais cela ne saurait suffire. La France a des fleurons industriels en matière énergétique. On l'a vu, certains d'entre eux souffrent. Pour la première fois, leurs salariés ont compris qu'elles étaient mortelles. Mais nous pensons qu'on peut encore les sauver. Mais il ne faut pas se tromper de diagnostic. Leur crise n'est pas conjoncturelle. Elle est structurelle, comme pour toutes les entreprises énergétiques. Mais tant qu'elles considéreront que la transition qui se déroule sous nos yeux dans tous les pays du monde est une hérésie, elles continueront de creuser leur tombe. On ne peut pas gagner si on reste attaché à son vieux Minitel quand le monde entier passe à Internet. D'autres méga-entreprises, supposées insubmersibles comme Kodak, ont été emportées en quelques années, faute d'avoir pris le virage technologique. Notre majorité a donc eu raison de faire le choix de la transition énergétique. Mais il est donc totalement contre-productif de laisser notre principale industrielle s'enfoncer plus encore dans sa nucléarité aiguë. Alors qu'elle devrait se diversifier, sa courbe d'investissement prévoit encore d'accroître son exposition au risque nucléaire, qui est déjà de plus de 70%. C'est d'autant plus incohérent que l'entreprise elle-même souligne que les surcapacités actuelles sont responsables de la baisse des prix sur les marchés européens. 12 de nos réacteurs servent uniquement à l'exportation et contribuent à cette surcapacité, de même que nombre de centrales à charbon allemandes. Alors faisons d'une pierre deux coups. Mettons-nous d'accord avec notre voisin. Réduisons nos surcapacités de part et d'autre de la frontière, en commençant par Fessenheim. Nous réduirons nos coûts de mise aux normes et nous garantirons une meilleure rentabilité grâce à la remontée des prix. Et nous montrerons ainsi qu'il est possible d'ébaucher une Europe de l'énergie. Et puis remettons à plat le projet pharaonique des Hinkley Point. Les révélations de ce week-end sur le rapport d'audit interne confirment les risques inconsidérés pris par EDF. Pas étonnant dans ces conditions que tous les syndicats s'opposent unanimement, pour la première fois de leur histoire, à un projet nucléaire. Pas étonnant que le titre en bourse ne cesse de chuter et que les agences de notation s'apprêtent à dégrader EDF. Elles, en tout cas, n'ont pas l'air de croire que ce projet est l'affaire du siècle. La meilleure preuve en est qu'on nous indique qu'EDF aurait besoin d'une recapitalisation par l'État pour réaliser ce projet. Soulignons au passage que cette aide d'État supplémentaire non seulement confirme le coût très lourd du nucléaire pour le contribuable, mais aussi qu'elle risque fort d'être recalée par Bruxelles. Et permettez-moi surtout de m'interroger. Si on accorde des milliards à EDF, seront-ils mieux utilisés à construire un nucléaire déjà dépassé en Grande-Bretagne
ou à investir dans les technologies d'avenir sur nos territoires. Alors, en conclusion, mes chers collègues, je voudrais redire ici que la mutation, elle est en cours. Elle ne nous attendra pas. À travers le monde, pour la première fois en 2015, il y a eu plus de capacités renouvelables installées que le total de toutes les autres énergies. D'après l'IRENA, les renouvelables pourraient générer 24 millions d'emplois d'ici 2030. Et d'ores et déjà, en France, quand les entreprises nucléaires accumulent les suppressions d'emplois, les renouvelables en créent des milliers chaque année. Et le potentiel est gigantesque. Et il nous revient de savoir organiser les transitions professionnelles qui seront induites par cette mutation. Mais alors, pour nos emplois, pour notre industrie, pour notre pouvoir d'achat, pour nos territoires, pour notre environnement, mais aussi pour notre souveraineté nationale, il est temps, mes chers collègues, il est temps de mettre en œuvre la loi de transition énergétique. Merci. Merci, mon cher collègue.